le volume pulmonaire diminue, le simple fait que le volume diminue, le poumon s'arrête de grandir et de se développer. Et donc à partir de ce moment-là, le poumon ne va plus se développer en termes de croissance. Et ça n'est pas ce qu'on a longtemps pensé, ce n'est pas la compression thoracique qui pose problème, c'est la flexion du fœtus sur lui-même qui réduit le volume pulmonaire, comme si le fœtus était toujours en expiration, et si le volume est trop petit, le poumon ne se développe pas. Et puis, il y a ce problème de l'inflammation fœtale chronique. Là, le problème de l'inflammation chronique, c'est que ça produit des cytokines, donc une réaction inflammatoire, éventuellement un sepsis, et les bactéries contiennent le lipopolysaccharide, qui est une substance qui entraîne une inflammation. Alors, ça a des effets qui sont paradoxaux. C'est que cet environnement inflammatoire accélère la maturation du poumon. Et ces bébés-là font moins souvent de membrane que les autres. Par contre, ces cytokines arrêtent le développement pulmonaire et entraînent des anomalies fonctionnelles. J'en cite une. Le fait d'avoir trop d'interleukines ou de TNF, donc de cytokines inflammatoires, diminue l'expression de la NO-synthase, qui est cette enzyme qui produit du monoxyde d'azote et qui participe à la vasodilatation à la naissance. Le fait d'avoir un syndrome inflammatoire fœtal donc réduit cette NO-synthase, moins de production de NO, et le poumon ne sera pas prêt pour se dilater à la naissance. Donc maladaptation circulatoire à la naissance. Donc vous voyez un peu le tableau. Accélération de la maturation pulmonaire, donc il n'y a pas de pathologie alvéolaire. Par contre, les poumons sont plus petits parce qu'il y a un arrêt de la croissance parce que le poumon était comprimé, et les vaisseaux sont anormaux, réagissent anormalement, ne sont plus capables de se dilater pour des raisons biologiques, et qui entraînent donc une réelle maladaptation circulatoire à la naissance. Donc danger énorme pour le nouveau-né. On revient à des choses plus pratiques. Vous avez des questions, non ? Non. Globalement, il faut distinguer les détresses respiratoires modérées des détresses respiratoires sévères. L'approche et la prise en charge sont différentes. Donc là, pour l'instant, ce que je vous propose, c'est donc de dresser un tableau complet de la prise en charge, et puis après, on voit comment on s'adapte à nos moyens. Toutes les détresses respiratoires du nouveau-né sont liées au fait que des territoires restent perfusés alors qu'ils ne sont plus ventilés. Des alvéoles se sont dérecrutées, elles restent perfusées. Et donc ça amène du sang de l'artère pulmonaire, qui est du sang veineux, désoxygéné, traverse le poumon et se mélange à du sang qui a pu être oxygéné. Et donc on amène du sang désoxygéné avec une saturation basse qui se mélange à du sang artérialisé. Et donc ça entraîne une désaturation. Donc à chaque fois qu'un bébé désature, c'est que quelque part dans l'organisme, du sang artérialisé s'est fait contaminer par du sang veineux. Et toute la question pour le néonatologiste, ce sera de savoir où cette contamination du sang artériel s'est faite. Là, elle se fait au niveau du poumon. C'est le shunt intrapulmonaire. Il est déterminant de comprendre le mécanisme et le lieu de cette contamination du sang artériel par du sang veineux, ce qu'on appelle l'admission veineuse. Est-ce que tout le monde comprend bien ce que je dis? À chaque fois qu'un bébé a une détresse respiratoire, à chaque fois qu'il est bleu, ça veut dire qu'à quelque part dans l'organisme, du sang artériel s'est fait contaminer par du sang veineux. Et toute la stratégie, c'est de comprendre où. Un bébé qui est faiblement malade, qui a une détresse respiratoire modérée, c'est presque toujours au niveau du poumon. Donc c'est presque toujours ce mécanisme-là. Quand c'est grave, ça peut être ailleurs que là. Donc là, on en est aux détresses respiratoires modérées. Donc c'est un shunt intrapulmonaire, des alvéoles se sont dérecrutées, membrane hyaline, inhalation méconiale,
infection materno-fétale, le poumon reste perfusé et du sang veineux contamine du sang artériel. Ça a quoi comme impact? Quand on regarde la relation entre oxygénothérapie, ce qu'on apporte comme oxygène, la FiO2, l'oxygène inhalé, et les pressions partielles en oxygène. La normale, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à 100%, on doit être à 600 de PO2. Et on a une certaine pente qui permet d'arriver à 100% à 600 de PO2. À chaque fois qu'il y a du sang veineux contamine du sang artériel, on modifie la pente de cette relation FiO2, PaO2. Et vous voyez qu'ici, simplement un shunt de 10%, il y a 10% du débit cardiaque qui traverse le poumon sans être oxygéné, ça diminue la pente, et donc vous voyez que ça augmente les besoins d'oxygène pour maintenir la même PO2. Pour maintenir par exemple 60 de PO2, alors qu'il faudra 21% d'oxygène, le simple fait d'avoir modifié la pente, donc d'avoir un shunt intrapulmonaire, il faudra 40% d'oxygène. C'est clair? Pourquoi c'est important de comprendre la physiopathologie de cette affaire? C'est que là, on parle bien du shunt intrapulmonaire. C'est une détresse respiratoire modérée, c'est presque toujours un shunt intrapulmonaire. Donc des alvéoles sont dérecrutés, restent perfusés. Vous vous souvenez qu'on a parlé de ces fameuses artérioles précapillaires qui contrôlent le débit pulmonaire et qui contrôlent donc le débit de shunt. Vous voyez donc qu'il y a deux moyens d'améliorer la détresse respiratoire d'un enfant qui a un shunt intrapulmonaire. Je vous écoute. Deux moyens théoriques. Quand vous voyez le mécanisme, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la détresse respiratoire modérée? Il n'y a pas de piège, hein, c'est simple. Oui. Donc ventiler, ça va servir à quoi de ventiler? Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle le traitement symptomatique. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. C'est clair que si on met ce bébé sous oxygène, il va améliorer ses symptômes. Mais ce n'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est traiter le mécanisme. Et le mécanisme, c'est l'alvéole qui s'est dérecrutée. Et donc, en allant dans votre sens, effectivement, oui, la ventilation est intéressante, mais dans l'objectif d'ouvrir cette alvéole. Si on ouvre cette alvéole, on va amener de l'air qui va permettre de diffuser vers les vaisseaux pulmonaires et oxygéner. Donc, le traitement curatif, c'est d'ouvrir ces alvéoles. Mais vous voyez qu'il y a un autre moyen. C'est pour ça que je vous montrais la photo. L'autre moyen, c'est d'essayer de vasoconstricter ces territoires-là pour limiter le shunt intrapulmonaire. Puisque c'est le shunt intrapulmonaire qui pose problème. Donc on a deux moyens théoriques d'améliorer la situation, soit d'ouvrir l'alvéole en la ventilant, donc effectivement là-dessus je vous suis, soit d'accentuer quelque chose qui se fait physiologiquement. La nuit, quand on dort en expiration, les parties postérieures du poumon sont atélectasiées, et pourtant on ne devient pas bleu, enfin j'espère, enfin on ne devient pas tous bleus. C'est grâce au fait que dans ces territoires dérecrutés, les alvéoles, les artérioles se constrictent, limitent le shunt, et donc de ce fait-là, il n'y a pas trop d'effet de ce shunt intrapulmonaire. Est-ce que tout ça paraît clair? Ou c'est pas clair?
C'est déterminant de comprendre la physio, hein, parce que le traitement passe par là. Pas de questions, donc je conclus que vous avez compris. Hein. Je reprends, parce que c'est important. Une détresse respiratoire traduit toujours le fait que du sang veineux a contaminé du sang artériel quelque part. Et que le degré du shunt, l'importance de ce shunt, est responsable d'une détresse respiratoire qui sera modérée si le shunt est modéré, qui sera sévère si le shunt est sévère. Et que le shunt modifie la pente de la relation FiE2-PaO2. Alors, dans le cadre des détresses respiratoires sévères, un bébé qui a des besoins en oxygène, alors globalement, on peut mettre la barre aux alentours de 40%. Si les besoins en oxygène dépassent 40%, ça traduit un shunt qui devient très important. 20% du débit cardiaque traverse le poumon ou contamine du sang artériel. Et là, on est dans les situations qui sont graves et qui nécessitent de bien comprendre le mécanisme. Et là, le mécanisme il peut être différent. Jusque-là, je vous ai parlé de shunt intrapulmonaire. Il y a une autre possibilité chez le bébé et qui est possible, qui est même fréquente dans un certain nombre de circonstances, qui est le shunt extrapulmonaire. Ici, la circulation, je vais schématiser la circulation d'un bébé qui s'est mal adapté à la vie extra-utérine. Et vous avez le cœur droit, le cœur gauche, l'artère pulmonaire, l'aorte, le canal artériel qui fait communiquer la paix et l'aorte. Dans les situations de maladaptation à la vie extra-utérine, le sang circule dans le poumon comme pendant la vie fœtale, c'est-à-dire très peu. Les vaisseaux pulmonaires sont vasoconstrictés. D'accord ? Et dans ce cas-là, le sang du cœur droit a beaucoup de difficultés pour traverser le poumon, s'oxygéner au niveau du poumon et perfuser le cœur gauche, et rejoint en fait l'aorte descendante par le canal artériel. Et vous voyez que dans ce cas-là, comme le sang a du mal à traverser le poumon, il faut bien qu'il aille de la droite vers la gauche, et il passe au niveau du foramen ovale et du canal artériel. Et on amène donc du sang bleu dans du sang rouge. On mélange du sang bleu avec du sang rouge. On contamine du sang rouge, du sang artérialisé par du sang V2. Donc on a une hypoxémie. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle le shunt extrapulmonaire. Donc quand un bébé est gravement malade, il y a deux possibilités. C'est soit son poumon qui s'est dérecruté, soit un shunt extrapulmonaire par maladaptation à la vie extra-utérine. On appelle ça aussi hypertension artérielle pulmonaire persistante. Et la prise en charge est différente. Et donc c'est important de distinguer l'un de l'autre. Oui ? Je reprends l'explication ? Donc pendant la vie fœtale, je ne sais pas si vous avez encore en tête le schéma d'il y a 48 heures. Pendant la vie fœtale, je vous disais que les vaisseaux pulmonaires sont vasoconstrictés. Donc le cœur droit, qui normalement pompe du sang à travers le poumon, ne peut pas. Et ce sang du cœur droit rejoint l'aorte par le canal artériel. Ça, c'est pendant la vie fœtale. Et c'est important pendant la vie fœtale, puisque vous vous souvenez qu'à cause de ça, les deux cœurs, le cœur droit et le cœur gauche, pompent tous les deux dans l'aorte. Et qui fait que le débit aortique, c'est pas comme chez nous, le débit aortique, c'est pas égal au débit ventriculaire gauche. Le débit aortique pendant la vie fœtale, c'est débit ventriculaire gauche plus débit ventriculaire droit qui vient par le canal artériel. Et là, dans cette situation-là, et vous vous souvenez qu'après la naissance, les vaisseaux pulmonaires normalement se dilatent et on doit retrouver une circulation comme chez nous. Et là, du fait d'une maladaptation à la vie extra-utérine, ça ne se fait pas bien et le sang continue de circuler comme pendant la vie fœtale.
Et comme pendant la vie fœtale, c'est ça, c'est-à-dire que les vaisseaux pulmonaires sont vasoconstrictés, le sang ne peut pas traverser le poumon ou a beaucoup de mal à traverser le poumon, et de ce fait-là, forcément continue de circuler comme pendant la vie fœtale, de la droite vers la gauche, au niveau du foramen ovale et du canal artériel. Mais à cet âge-là, après la naissance, dans le sang du cœur droit, c'est du sang désoxygéné, du sang bleu. Et donc on amène du sang bleu et on va le mélanger à du sang artérialisé. Et donc le bébé va être bleu. Donc c'est un shunt extrapulmonaire. Du sang artérialisé s'est fait contaminer par du sang veineux. Ça va? C'est qu'est-ce que vous appelez shunt obligatoire? Ah oui, alors c'est les mêmes lieux, c'est le foramen ovale et c'est le canal artériel. Hein. Ça circule comme pendant la vie fœtale. Ah oui. La question qui a été posée, c'était de redire différemment la façon d'expliquer l'hypoxémie dans le shunt extrapulmonaire. Et donc, dans cette situation-là, le sang traverse mal le poumon et le sang circule comme pendant la vie fœtale. Donc voilà, ça peut paraître théorique, mais en pratique, il est indispensable de comprendre ça parce que la prise en charge de cette pathologie-là est totalement différente de celle-ci. Et dans tous les cas, il y a des moyens simples, des moyens lourds de prise en charge, et qui peut être excessivement lourd ici. Mais on peut se débrouiller avec des moyens simples, même ici. Et donc, c'est tout. À partir de là, on va voir tous les moyens et on va voir lesquels on peut retenir en fonction de nos moyens. Dans tous les cas, de toute façon, il est nécessaire d'avoir beaucoup de rigueur dans l'analyse de ce qui se passe pour comprendre ce qui se passe et traiter de façon adaptée. On traite la cause, on ne veut pas traiter la conséquence. Donc traiter la conséquence, c'est simplement mettre de l'oxygène. Ça, ce n'est pas la bonne stratégie. Parce qu'on ne traite pas la cause, donc la cause, elle va continuer de s'aggraver. Et au plus on tarde, au plus il va falloir utiliser des moyens lourds. Et pour quel que soit le mécanisme, on peut agir en amont ou dès le début des premiers signes. Et à ce moment-là, on sera efficace avec des petits moyens. Petit moyen simple, redoutablement efficace, c'est le plus efficace, c'est maturer le poumon, corticothérapie anténatale. On doit pouvoir atteindre, l'objectif doit pouvoir être de faire en sorte que tous les bébés qui naissent prématurés, ou la majorité des bébés qui naissent prématurés, aient pu recevoir une corticothérapie anténatale, qui est le meilleur moyen de prévenir les problèmes respiratoires, mais pas seulement. Vous savez que la corticothérapie anténatale réduit aussi le risque d'entérocolite, réduit aussi le risque d'hémorragie cérébrale et de séquelles neurologiques. Et donc, le bénéfice, il dépasse largement le problème respiratoire. Corticothérapie anténatale, dont on sait que même proche du terme, à 33-34 semaines, elle réduit le risque de maladie des membranes hyalines. Donc, y penser aussi pour des bébés faiblement prématurés. Alors, c'est sûr qu'au plus on s'approche du terme, au plus le bénéfice est diminué. Je regarde la suite. Vous voyez ici, malgré tout, lorsque les études sont plus larges, le bénéfice existe aussi de la corticothérapie anténatale, même à terme, dans les situations à risque. Et les situations à risque de maladie de membrane hyaline à terme, c'est celle de la césarienne prophylactique. Alors le message, ce n'est pas de faire des corticoïdes pour prévenir la membrane hyaline à terme ou proche du terme. Le message, c'est on fait les césariennes le plus tard possible, césarienne prophylactique. Mais bon, il faut le savoir. Dans ce contexte-là, l'incidence de la membrane hyaline est telle qu'on retrouve un bénéfice d'une corticothérapie anténatale, même à terme. Est-ce que tout ça est clair?
Alors, l'autre moyen d'améliorer le pronostic, eh ben, c'est d'orienter les enfants au bon endroit. C'est le transfert anténatal. Et c'est là où il faut bien se souvenir des facteurs de risque de détresse respiratoire. Il y a la prématurité, mais il n'y a pas que ça. La rupture prématurée des membranes est redoutablement efficace pour entraîner une détresse respiratoire. Pas via le biais d'une membrane hyaline, puisque ces enfants-là ne font pas de membrane hyaline, puisqu'ils maturent leurs poumons, mais via le fait d'avoir une maladaptation à la vie extra-utérine. Et dans la rupture prématurée des membranes, c'est ça qui domine. Et donc c'est là où effectivement on pourra utiliser des médicaments comme le Revatio, le sildenafil, pour prévenir ce type de problème. L'infection, qui nécessite une antibiothérapie adaptée, on va en parler aujourd'hui. Le diabète gestationnel, le retard de croissance. Alors le retard de croissance, c'est un peu bizarre aussi. C'est que ces enfants-là font des détresses respiratoires, mais souvent moins sévères que le bébé à terme, parce que du fait du stress anténatal, il y a une accélération de la maturation pulmonaire, et ces enfants-là sont moins malades au départ de leurs poumons. Par contre, ils le sont plus tard. Donc ça nécessite une surveillance adaptée au long cours. Donc, est-ce que vous voyez bien le plan de mon topo? C'est de se dire que tout se joue dans la prévention, où le gros de notre travail, c'est la prévention. Et qu'on a beaucoup d'éléments de prévention. Prévention de la membrane hyaline par la corticothérapie anténatale, prévention de la prématurité, on l'a dit, orientation de l'enfant, optimisation de l'orientation de l'enfant en fonction des facteurs de risque. Et ce n'est pas provocateur ce que je mets là, c'est prévention de la membrane hyaline. La membrane hyaline s'installe après la naissance. C'est une chance pour nous. Il faut donc qu'on agisse tout de suite pour éviter la survenue ou l'aggravation de la membrane hyaline. Au stade de maladie de membrane hyaline avérée, la prise en charge est extrêmement compliquée ou extrêmement coûteuse. Prends l'exemple de ce qui se passe, de ce qu'on voit à Lille. Un bébé né accidentellement dans une maternité de niveau 1, bébé prématuré, pour lequel les moyens sont limités. L'enfant est mis sous oxygénothérapie. Et puis, donc, certaines de ces alvéoles, donc il y a moins de surfactants, les alvéoles les plus petites se dérecrutent. Celles qui se dérecrutent vont être l'objet d'un shunt intrapulmonaire. Le bébé va avoir une détresse respiratoire, va devenir bleu. On va le mettre sous oxygène. Sous oxygène, effectivement, la saturation va monter, il va rosir, puisqu'on amène plus d'oxygène. Donc on va traiter le symptôme. Mais de mettre de l'oxygène, ça ne va rien changer au processus de dérecrutement. Et qui va continuer. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ça va s'aggraver encore pendant 24 heures. Et donc, on va arriver, le bébé ne va plus pouvoir respirer correctement. Et il va falloir l'intuber et le ventiler. Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut se passer à ce moment-là? On intube ce bébé qui a déjà des alvéoles qui se sont dérecrutées. Ouais, je l'ai schématisé là-dessus, donc vous avez la réponse. Mais comment est-ce qu'on explique ça? Si on intube, si on doit intuber, parce qu'il est tellement malade, un bébé qui a une membrane hyaline. Vous avez donc des alvéoles qui sont dérecrutées. Vous avez des alvéoles qui sont encore ventilées, parce que sinon le bébé ne pourrait pas vivre. Donc il y a encore des territoires qui sont ventilés. On l'intube. Où va aller le gaz, l'oxygène ou l'air que vous amenez? Pardon? Voilà. Le problème, il est là, c'est qu'il y a une asymétrie de force de rétraction. Les alvéoles qui sont dérecrutées, elles sont l'objet d'une force de rétraction très importante. On n'arrivera plus à les recruter. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait de nouveau du surfactant qui soit synthétisé pour espérer que ça se recrute. Et donc, si on ventile et qu'on essaie de faire passer du gaz, le gaz va aller dans les territoires qui sont recrutés et surdistendre et abîmer ces territoires qui sont
qui sont ventilés. Il est trop tard. Et à ce moment-là, c'est compliqué. On le voit chez nous, un bébé qui est traité comme ça, ben, il va falloir 3 doses de surfactant pour l'améliorer un peu. Donc ça, c'est la stratégie curative, un peu bébête, qui ne marche pas, qui n'est pas efficace. Et c'est celle-là qu'il faut éviter. Comment l'éviter? J'en ai déjà parlé il y a 2 jours. C'est d'appliquer au niveau des voies aériennes une petite pression au moment de la réabsorption du liquide pulmonaire et derrière. Petite pression qui va permettre de maintenir ouvertes les alvéoles, qui se comportent à ce moment-là comme un ballon de baudruche, mais qui est ouvert. Et donc un ballon de baudruche ouvert, c'est plus facile de le laisser recruter. Alors là, je vous propose donc les preuves maintenant de cette efficacité-là. Il y a 10 ans, quand on faisait ce topo, on supputait sur des arguments physiopathologiques que c'est ce qu'il fallait faire et recommander. L'utilisation précoce d'une pression positive pour prévenir la membrane hyaline, dès la naissance, dès la salle de naissance. Et c'est vrai qu'on a mis ça en place à Jeanne de Flandre il y a une quinzaine d'années. Mais à cette époque-là, on n'avait pas de preuves scientifiques. Maintenant, elles existent, elles sont très larges. Beaucoup d'études confirment, je vous ai montré celle-ci hier, pour des bébés pas très prématurés, hein, des bébés de plus de 30 semaines, donc prématurés mais pas grands prématurés, donc faibles prématurés, qui ont une détresse respiratoire, qui sont mis soit sous une cloche d'oxygène, soit qui reçoivent la CPAP, la bubble CPAP. Quelqu'un me posait la question de la bubble CPAP hier. Bubble CPAP, c'est un des modes de CPAP qu'on verra rapidement. Et les auteurs ont regardé le nombre d'échecs de ce traitement. Et je vous rappelle que dans le groupe Bubble CPAP, vous voyez, donc c'est des bébés de 3 kg, 36 semaines. Eh ben, il y a moins d'échecs dans le groupe Bubble CPAP que dans le groupe OOD. L'étude supporte, là qui a étonné tout le monde, là, je vous rappelle aussi cette étude extraordinaire qui a été publiée en 2010. Jusqu'à avant cette étude, on était tous convaincus que la seule façon de prendre en charge les bébés extrêmes prématurés, c'était d'administrer tout de suite après la naissance du surfactant. Donc d'intuber le bébé, de mettre du surfactant. Et bien cette étude montre que ce n'est pas le cas. L'utilisation prophylactique de la CPAP, d'une petite pression positive, sans intubation, sans surfactant, améliore le pronostic de ces bébés extrêmes prématurés. Alors je cite cette étude, sûrement pas pour dire que c'est ce qu'il faut faire et prendre en charge des bébés de cet âge-là, mais pour dire que même pour les situations les plus extrêmes, cette stratégie prophylactique est plus efficace qu'une stratégie curative. Et encore que l'utilisation du surfactant dès la naissance est aussi considérée comme une stratégie prophylactique. C'est le fait d'administrer de façon prophylactique du surfactant à la naissance. Ben, le problème, c'est que quand on intube un bébé de ce terme-là, on agresse son poumon, et c'est probablement ce qui explique que les résultats sont meilleurs avec la CPAP prophylactique. Et puis depuis, il y a eu beaucoup d'autres arguments qui vont tous dans le même sens. Même pour des bébés moins prématurés, on s'aperçoit qu'on améliore à chaque fois le pronostic, qu'on a des résultats équivalents, qu'on utilise ou pas du surfactant, sous réserve qu'on utilise la CPAP en prophylactique. Alors pourquoi c'est aussi efficace le fait de mettre une petite pression positive à la naissance? Excusez-moi, ça c'est des diapos que j'ai pas pu traduire, j'ai pas eu le temps de traduire. J'ai inversé mes fichiers, pardon, en faisant un coupé-collé, et j'ai pas eu le temps de les changer. Donc le problème de la façon de respirer d'un bébé qui a une détresse respiratoire, c'est que quand il a une détresse respiratoire, sa compliance pulmonaire est basse, et sa cage thoracique, elle est molle, elle a du mal à contenir ce poumon qui a tendance à se rétracter.
notre cage thoracique, elle est suffisamment rigide pour que notre poumon ne va pas se dérecruter. La sienne, elle est molle, donc sa cage thoracique va s'écraser avec son poumon. Et ça a deux conséquences, c'est que le volume pulmonaire, il va se réduire, et ça va surtout entraîner un asynchronisme thoraco-abdominal. Normalement, quand on respire d'abord avec l'abdomen, mais tout de suite après, le thorax se soulève. Et globalement, on est relativement synchrone. Et au plus un bébé est malade, au plus ça sera désynchronisé. Alors tout ça explique le fait que le poumon se dérecrute, le fait que le thorax soit désynchronisé, explique que les besoins d'oxygène vont augmenter, la PCO2 va monter, la fréquence ventilatoire va monter, et tout va dans le même sens, d'une aggravation progressive de ces problèmes respiratoires. L'autre problème qui est schématisé ici, c'est que normalement, lorsqu'on respire, on respire entre un volume de fin d'expiration et un volume de fin d'inspiration. Donc ça, c'est le volume courant. Et tout le reste, c'est du gaz qui reste dans le poumon, même en fin d'expiration, qui participe aux échanges de gaz. Donc, au cours de la ventilation spontanée, on a toujours un volume de gaz qui participe aux échanges. La capacité résiduelle fonctionnelle. Le problème chez le bébé prématuré, mais c'est aussi vrai à terme, c'est que pour maintenir cette capacité résiduelle fonctionnelle, l'enfant doit faire un effort. Ce n'est pas comme chez l'enfant ou chez l'adulte. Lorsque de façon passive on expire notre volume de gaz, on garde un volume de gaz suffisant pour échanger le gaz. Si le bébé passivement expirait, se laissait expirer passivement, on voit ça de temps en temps en sommeil paradoxal chez le bébé, son volume de fin d'expiration il descend très bas, proche du volume de fermeture. Et à ce niveau de volume, les voies aériennes se ferment et l'alvéole se ferme. Donc il doit toujours faire un effort dynamique pour maintenir son volume, sa capacité résiduelle fonctionnelle au-dessus du volume de fermeture. Et pour ça, il y a différentes stratégies. Il ferme ses cordes vocales, il ralentit son flux expiratoire, il respire plus vite. Et son expiration, elle n'est pas passive. Lorsqu'un enfant ou un adulte expire, tous ses muscles se relâchent et il expire. Le bébé continue d'inspirer au cours de l'expiration. Donc il fait toujours un effort inspiratoire au cours de l'expiration. Et donc ça ralentit son expiration. Son expiration, elle n'est pas passive. Les muscles inspiratoires sont toujours activés au cours de l'expiration. Alors je vais peut-être passer là-dessus. Simplement pour dire que les effets de la CPAP, de la pression positive, ça c'est une étude qu'on a fait à Lille. En fait, c'est logique, mais ce n'était pas démontré. C'est que lorsqu'on met une pression positive au niveau des voies aériennes, ça augmente le volume pulmonaire. Ça ne l'augmente que sur un poumon sain. Sur un poumon qui est dérecruté, on ne va pas pouvoir recruter un poumon avec une CPAP. Sur un poumon sain, oui, là on peut augmenter le volume. Ou sur un poumon qui n'est pas dérecruté, si on agit précocement. Ça a un effet sur la stratégie ventilatoire. Je vous disais qu'un bébé qui respire spontanément doit toujours faire un effort inspiratoire. Mais un bébé qui a déjà une détresse respiratoire fait déjà beaucoup d'efforts. Et il a du mal à maintenir cet effort pour maintenir sa CRF. Et c'est là l'intérêt de la CPAP, c'est que la CPAP fait en sorte que l'effort que le bébé doit faire n'est plus nécessaire. Alors je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais là aussi on a fait une étude à Lille pour montrer ça. Et je peux le schématiser là-dessus. C'est que normalement,
Là, c'est un bébé qui va bien, doit faire un effort donc, pour maintenir sa CRF. Lorsqu'on le met sous CPAP, cet effort, il est fait par la CPAP. Et on ne voit plus ce freinage expiratoire, on ne voit plus cette activation des muscles inspiratoires au cours de l'expiration, parce que la CPAP le fait passivement. Donc ce qui est fait de façon dynamique est fait de façon passive par la CPAP. Et ça, c'est important parce que les bébés prématurés font régulièrement des malaises. Alors, je ne sais pas si j'ai une diapo là-dessus. Non, je ne pense pas. Ils font régulièrement des malaises, ils font des apnées, des malaises. Et on sait pourquoi ils font des malaises comme ça. Surtout quand ils ont des détresses respiratoires. C'est parce que, notamment en sommeil paradoxal, ils n'arrivent plus à maintenir cet effort qui maintient leur capacité résiduelle fonctionnelle. Leur expiration devient passive et paf, leurs poumons se tassent. Et ils font à ce moment-là une brutale désaturation. Et un bébé prématuré a du mal à maintenir cet effort constant, cycle ventilatoire par cycle ventilatoire. La CPAP, elle, permet de façon passive de maintenir sa CRF, et même s'il oublie d'activer ses muscles inspiratoires au cours de l'expiration, son poumon ne va pas s'écraser brutalement. Et donc, moins de malaise, moins d'apnée et moins de problèmes, moins d'accidents. Et on a pu montrer par des moyens ventilatoires que c'était bien le cas. Au plus on élève la CPAP, au moins l'enfant doit faire d'efforts pour maintenir sa CRF. Et puis, probablement, l'effet le plus important, c'est sur la synchronisation thoraco-abdominale. Je vous disais qu'au plus un bébé est malade, au plus il a tendance à être désynchronisé. Et l'effet de la désynchronisation, on le voit sur ce schéma. Ici, le thorax et l'abdomen se soulèvent de façon synchrone et participent au volume courant. Vous avez, donc il y a des appareils, on met une bande sur le thorax, une bande sur l'abdomen, et ça permet de mesurer les déplacements du thorax et de l'abdomen. Ici, la cage thoracique, ici l'abdomen. Le volume de gaz qui rentre dans le poumon est la somme des déplacements de la cage thoracique et de l'abdomen. Et quand c'est synchrone, vous voyez que pour ce type de mouvement et celui-ci, on fait la somme des deux, on a un volume courant qui est de ce niveau-là. Maintenant, situation désynchronisée. Même effort. Vous voyez que l'amplitude du mouvement de la cage thoracique et du mouvement de l'abdomen sont identiques. Mais malheureusement, parce qu'il y a un problème de compliance pulmonaire, l'abdomen démarre avant, à 90 degrés. Et cette fois-ci, on fait la somme des deux déplacements. Vous voyez que pour un même effort que fait le bébé, le volume courant déplacé sera plus faible. Donc l'effet synchronisation-désynchronisation est énorme sur l'efficacité de la ventilation des enfants en général, nouveau-nés. Alors il y a des moyens de le mesurer. Ça aussi, c'est une étude qu'on a fait à Lille et qui montre qu'effectivement, au plus, là ici le mouvement de l'abdomen en fonction de la cage thoracique, au plus on augmente la CPAP, au plus les deux mouvements sont synchronisés. Donc la CPAP permet de rephaser le mouvement de l'abdomen et le thorax, donc d'améliorer l'efficacité ventilatoire. Alors j'en arrive probablement aux questions que vous vous posez. Comment est-ce qu'on peut faire une CPAP? Comment est-ce qu'efficacement on peut appliquer au niveau des voies aériennes une pression positive continue? Et c'est là où les moyens sont peut-être disparates. Indiscutablement, l'efficacité de la CPAP dépend des moyens, de la technique utilisée. Il y a des arguments pour ça que ce n'est pas tout équivalent. Malgré tout, tous ces dispositifs sont capables d'induire et de générer une CPAP avec les effets bénéfiques dont on a parlé, avec une capacité de prévenir la maladie des moyennes lignes. Et quels que soient aussi les dispositifs qu'on utilise, du plus compliqué au plus simple, et le plus simple, c'est un simple débit-litre qu'on branche sur des lunettes à oxygène. Alors c'est vrai que la référence, c'est le système Infant Flow. Est-ce que c'est un dispositif dont vous avez accès ou pas? Non. Donc j'en parle quand même parce que l'Infant Flow, on peut le fabriquer soi-même. La machine, elle est commercialisée.
c'est celle-ci, elle est très chère. Et à mon sens, pendant 10 ans, à Lille, on l'a fabriquée nous-mêmes, cette machine-là, celle-ci. Et pour le fabriquer en sécurité, il faut un débit-litre. Et il faut que ce débit-litre soit connecté, éventuellement je vous ferai un schéma si ça vous intéresse, connecté dans une colonne d'eau qui permet de générer cette pression élevée pour entraîner ce type de CPAP. Mais c'est possible à fabriquer soi-même avec des moyens extrêmement modestes et c'est 0 francs, avec des moyens que vous avez tous dans vos hôpitaux. Donc on peut le fabriquer soi-même. En tout cas, on l'a fabriqué à Lille et utilisé à Lille peut-être 10 ans. Et le dispositif Infant Flow, qui est celui-là, pareil, à Lille, on a fonctionné avec 10 systèmes comme ça pendant 1 an. C'est-à-dire que le dispositif, on le réutilise, on le désinfecte, on le décontamine, et il est possible, à partir du moment où il est bien décontaminé, de le réutiliser à plusieurs reprises. Malheureusement, en France, c'est plus possible de restériliser le matériel, donc on est obligé de le jeter. Mais encore une fois, on peut le faire, si les règles sont strictes, on peut le faire. Alors, quel est le principe de l'Infant Flow? C'est de faire passer du gaz, et vous allez voir qu'avec des lunettes nasales, on a à peu près le même effet. C'est de faire passer du gaz à haute pression dans un tout petit orifice, et à ce moment-là, le gaz il est accéléré à grande vitesse. Et un gaz qui est accéléré à grande vitesse, donc là, la vitesse du son, d'ailleurs ça fait un bruit caractéristique, il a des propriétés bizarres. Il faut toujours qu'il se colle quelque part. Il ne peut pas circuler comme ça tout droit. Il a tendance à se coller. Si on injectait un flux de gaz dans cette direction, il aurait tendance à vouloir se coller soit ici, soit au plafond, mais pas tout droit. C'est l'effet Coanda. Et l'énergie qu'il faut pour orienter le gaz vers le haut ou vers le bas, il ne faut pas grand-chose. Toute petite modification d'énergie va l'orienter vers le haut ou vers le bas. Et cette petite variation d'énergie qui va modifier le flux, c'est l'effort ventilatoire que fait le bébé. Il est très faible, mais suffisant pour modifier l'orientation de ce gaz. C'est le flip-flop. Et donc, lorsque le bébé inspire, cette énorme énergie de gaz que le gaz a acquis parce qu'il a été accéléré à la vitesse du son, 314 mètres secondes, part pour aider l'inspiration. Et à l'expiration, toute petite modification du flux expiratoire fait basculer le flux vers l'arrière. Et donc, à l'inspiration, ça va dans le poumon, et à l'expiration, le gaz est renvoyé sur la ligne expiratoire. Donc, tout le dispositif est là. À l'inspiration, ça va vers l'enfant, à l'expiration, vers la ligne expiratoire. Alors, tout ça a été démontré à la fois mathématiquement et en utilisant des dispositifs qui permettent de visualiser les flux et de se rendre compte qu'effectivement, il y a une orientation des flux, des accélérations des flux dans ce dispositif en fonction de l'enfant. Alors, il y a des nouveaux dispositifs qui pourraient vous intéresser parce que ça nécessite moins de pression. Il faut 120 cm d'eau pour faire fonctionner cette machine. Donc, il faut un peu de pression au départ. Et c'est là où il faut un peu sécuriser le système. C'est que 120 cm d'eau, c'est déjà pas mal. Il ne faut pas que ça soit plus. C'est pour ça qu'il faut faire tremper dans une colonne d'eau qui fait 1,20 m pour avoir 120 cm d'eau. Mais les nouveaux dispositifs basse pression permettent d'avoir des niveaux équivalents avec des pressions de l'ordre de 60 cm d'eau. Donc ça évite d'avoir des grandes colonnes d'1,20 m et avec des petites colonnes, on peut arriver au même effet. Et donc vous voyez ici ce flux qui est fait avec de la fumée. Et vous voyez que là, à l'inspiration, l'orientation des flux se fait vers la narine de l'enfant. Et à l'expiration, le flux est complètement réorienté vers l'extérieur. Donc voilà le dispositif. Le gaz arrive ici, passe dans ces petits injecteurs où il est accéléré, vers les voies aériennes de l'enfant. Et
l'intérêt de ce dispositif par rapport aux autres, c'est le fait que le gaz est accéléré et pressurise directement les voies aériennes supérieures. Donc ce sont toutes les voies aériennes supérieures qui sont pressurisées, qui servent de chambre de pressurisation. Et le bébé respire toujours sur une pression positive. L'énergie cinétique de ce gaz, qui est importante, en fait le gaz va se ralentir dans les voies aériennes supérieures, et il y a une équation mathématique qui lie énergie cinétique à pression, et lorsque le gaz va perdre son énergie cinétique en se ralentissant, il va générer une pression constante. Et ça directement dans les voies aériennes. Tous les autres dispositifs de CPAP, la pression est induite à l'extérieur de l'enfant, et donc forcément est moins efficace, est efficace malgré tout. Si vous vouliez utiliser deux dispositifs, c'est possible aussi, parce qu'il y a un gradient de pression entre le dispositif et les voies aériennes supérieures. Alors il y a eu des comparaisons qui ont été faites, je vous propose de passer là-dessus. J'assistais sur l'Infant Flow, parce que je pense qu'on peut fabriquer soi-même les appareils d'Infant Flow, on peut se procurer des exemplaires d'Infant Flow, les entretenir et les réutiliser sous réserve de beaucoup de rigueur pour éviter la contamination d'un enfant à l'autre. Là, je vous montre quelques dispositifs. Le système Draeger, lui, qui est réellement réutilisable de CPAP. Tout ça, c'est du non-invasif. Hein. Tout ça, vous le connectez sur ce que vous voulez, n'importe quel débit. Donc, vous pouvez le fabriquer avec tout ce que vous voulez. Idem pour un tube que vous mettez directement dans la narine, connecté à ce que vous voulez du moment qu'il y a un débit de gaz. Les lunettes nasales, c'est un système qui ressemble fort au système Infant Flow. Le problème, c'est qu'il n'y a pas l'effet Coanda. C'est-à-dire que ça marche à l'inspiration, puisque vous avez cet effet pressurisation des voies aériennes supérieures à l'inspiration, mais pas l'effet Coanda à l'expiration. C'est-à-dire que le bébé va devoir pousser pour expirer. Alors, il y a eu, hier, on m'a posé beaucoup de questions sur les dispositifs de CPAP. Je ne sais pas si je peux en parler là, mais on pourra en reparler à la pause avec ceux que ça intéresse. Les dispositifs ne sont pas tous équivalents. Beaucoup de ces dispositifs sur du non-invasif peuvent se fabriquer dans les services. Bon, il est clair, encore une fois, que les lunettes nasales ont un effet CPAP. Vous voyez qu'en fonction du débit qu'on met dans les lunettes, on a une pression qui peut aller jusqu'à 3 cm d'eau, comme une CPAP classique. Bon, il n'y a pas tellement de doute sur l'efficacité de tous ces dispositifs de CPAP, hein, même s'ils ne sont pas complètement équivalents. Oui. Par rapport aux lunettes là-bas, l'idéal, ça serait peut-être d'utiliser de l'air et non de l'oxygène, car on sait que l'oxygène est toxique. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'est pas nécessaire forcément de mettre de l'oxygène, et probablement qu'en tout début, c'est de l'air qu'il faut utiliser. Mais c'est du débit et de la pression qu'il faut induire. On essaie de traiter la cause, pas la conséquence. Mettre de l'oxygène, c'est traiter la conséquence, déjà. Mettre de l'air sous pression, au débit, permet de traiter la cause, donc qui est le dérecrutement pulmonaire ou la stratégie ventilatoire. Il faut savoir que le fait de... Vous avez compris que le fait de mettre une pression dès la naissance, quelle que soit la cause, que ce soit un retard de résorption, qui risquerait de se compliquer d'hypertension pulmonaire, que ce soit une infection, une irritation méconiale, que ce soit une membrane hyaline, tout évolue de la même façon. Hein. C'est des choses qui s'auto-aggravent. Donc au plus on traitera précocement, avec de l'air, en mettant de la pression, au plus on va éviter le dérecrutement. Mais ce n'est pas que le dérecrutement, c'est aussi une meilleure stratégie ventilatoire pour le bébé. Donc moins d'apnée, moins d'accidents, et meilleure synchronisation thoraco-abdominale, donc meilleure efficacité de la ventilation.
Au point qu'actuellement, alors qu'on a les moyens de faire autrement, qui serait d'intuber un bébé, de le mettre en ventilation de fréquence, on essaye dans l'isolation médiconiale actuellement de les mettre sous lunettes le plus vite possible, ou sous CPAP, justement pour éviter de devoir les intuber et éviter les crises d'hypertension pulmonaire. Et à un certain nombre d'enfants, on arrive à faire passer le cap inhalation méconiale d'infection sans intubation et sans traitement lourd, sous réserve qu'on l'utilise précocement, cette pression positive. Alors les lunettes, donc c'est un peu moins efficace que l'Infant Flow, mais ça a l'avantage de ne pas trop gêner le bébé, parce que l'Infant Flow, ça fait beaucoup de bruit. Bon, je passe sur ces nouveaux systèmes. La CPAP, c'est l'avenir. C'est l'avenir si on l'utilise précocement. Et donc, effectivement, il y a plein de recherches actuellement pour optimiser les dispositifs. Là, je vous en cite simplement pour info. Actuellement, donc, la CPAP, c'est du non-invasif. On ne sait pas bien la pression fluctue en fonction de la façon dont le dispositif émet sur la narine. Et il y a des dispositifs qui permettent d'adapter le débit. Donc, on a un débit variable pour maintenir la pression constante. Et on a des dispositifs de CPAP par oscillation. Donc il y en a un naturel qui est la bubble CPAP. Lorsque on fait passer un débit de gaz dans une colonne d'eau, on induit une pression égale à la colonne d'eau déplacée. Donc si la colonne d'eau est à 5 cm d'eau, on va avoir une pression de 5 cm d'eau. Mais il y a un bénéfice supplémentaire qui est l'effet bulle. À chaque fois qu'on souffle dans le tuyau, il y a des bulles qui s'échappent et donc la pression elle n'est pas constante. Et il y a des comparaisons qui ont été faites entre Bubble CPAP et autres dispositifs de CPAP plus classiques avec un ventilateur. Et bien, la Bubble CPAP est plus efficace. Et on a compris pourquoi. C'est parce que la Bubble CPAP fait des petites variations de pression qui permettent d'homogénéiser le gaz et de faire diffuser le gaz plus facilement au niveau des alvéoles. Par des phénomènes d'oscillation haute fréquence. Et on a donc un effet HFO, donc haute fréquence, associé à une CPAP. Et alors maintenant, donc on peut le faire tout simplement avec, en faisant tremper une colonne d'eau, un tuyau dans une colonne d'eau, et on peut le faire avec des dispositifs automatiques. Mais bon, on fait aussi bien, je pense, avec la bubble. N'oubliez pas que on est dans du non-invasif. Donc tout l'environnement compte. Et si j'ai encore un moment pour parler de l'HTAP, je vais voir ça. Non, j'ai plus beaucoup de temps. La façon dont on installe le bébé est aussi important que le dispositif de CPAP lui-même. Et mettre un enfant sur le dos, sur le côté gauche ou en position ventrale modifie complètement sa façon de ventiler. Et voilà le bébé sur le dos, vous voyez, il est complètement désynchronisé. Ça, c'est une étude qu'on a faite à Lille par une de vos collègues sénégalaises, d'ailleurs, qui a fait ce très très beau travail. Non, c'est peut-être pas sénégalaise, mais c'est une de nos collègues. Ici, en décubitus latéral gauche, vous voyez que la synchronisation s'améliore. En position ventrale, le bébé est bien mieux synchronisé. Et donc, des petits moyens améliorent aussi la façon de ventiler. Donc, position ventrale ou latérale gauche, bien meilleure que la position dorsale. Et aussi efficace que la CPAP. Et donc, les deux sont synergiques. Un bébé qu'on met sous CPAP, comme vous voyez ici, sur le ventre, a beaucoup plus de chances de pouvoir passer le cap d'une détresse respiratoire sévère. Bon, alors là, c'est vrai que après, les moyens s'alourdissent. Dans les situations plus lourdes, lorsque les choses se compliquent, soit parce qu'on a traité tard, soit parce que malheureusement l'enfant est très gravement malade. Je pense franchement qu'avec une utilisation précoce des petits moyens dont on a parlé là, on arrive à faire passer le cap aux 2/3 des bébés. Et pour un tiers, ça devient plus compliqué, la prise en charge devient
devient beaucoup plus lourde. Il va falloir dans ce cas-là pouvoir distinguer le shunt intrapulmonaire du shunt extrapulmonaire. Pour ça, on a l'observation clinique, la radio et l'écho. Pour pouvoir distinguer les deux mécanismes, alors je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails. La prise en charge est compliquée, elle est très intéressante parce que ça réfère à des connaissances physiopathologiques de la circulation fœtale et on s'aperçoit qu'un bébé, après la naissance, peut vivre avec des saturations à 40% pendant des jours et des jours, sous réserve qu'on a bien compris que ce qui importe, c'est qu'à ce moment-là, il circule bien, comme pendant les fétales. Ce qui permet au fœtus de vivre à 50% de saturation pendant 3 mois ou 4 mois de sa vie, ou 5 mois, c'est que les deux cœurs pompent tous les deux dans l'aorte. Si on restaure un peu ce type de circulation et qu'on l'optimise, un bébé peut rester très longtemps en circulation fœtale avec 40 de saturation et passer le cap. Il y a une maladie, une malformation très grave qui est la hernie diaphragmatique, qui entraîne des maladaptations à la vie extra-utérine qui peuvent durer des semaines, parfois des mois. Et on a amélioré de façon considérable le pronostic de ces bébés qui était 50% de survie il y a 10-15 ans. Actuellement, il est à 90-95% de survie, sans poumon artificiel, simplement en acceptant l'idée qu'on puisse vivre sans dommage avec 40% de saturation, mais en circulant comme pendant les fétales. Bon, tout ça est passionnant et très intéressant, mais malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de vous en parler. Bon, ça fait forcément appel à des moyens qui sont beaucoup plus lourds. Oui, juste peut-être vous dire que, avant de passer aux moyens lourds, dans l'hypertension pulmonaire, il y a beaucoup de la part de l'hypertension pulmonaire qui est liée au stress et à l'environnement. Et donc, il est essentiel de bien contrôler l'environnement. Et donc, une inhalation méconiale. L'inhalation méconiale, c'est une pathologie alvéolaire, c'est une maladaptation à la vie extra-utérine. Donc, ça peut être globalement le pire du pire. Le pire du pire, on peut le traiter efficacement en faisant le moins de choses possible, CPAP et pas de stress. CPAP précoce et pas de stress. Et pas de douleur, pas de piqûre, pas de stimulation. Parce que à chaque fois qu'on stresse ces enfants, ça c'est des études qu'on a faites chez l'animal, mais qui confirment simplement que le stress aggrave l'hypertension pulmonaire et la maladaptation à la vie extra-utérine. Naturellement, c'est le monoxyde d'azote. Je ne sais pas si c'est accessible. Non, ce n'est pas accessible. Voilà. Et dans l'idée de dilater, donc le monoxyde d'azote, dans l'idée de dilater les vaisseaux pulmonaires dans ces situations de shunt extrapulmonaire, l'alternative que vous pourriez utiliser, c'est le sildenafil. Sildenafil, donc il y a une forme médicamenteuse qu'on appelle le Revatio, qui est très chère, et il y a une forme particulière, poudre. Alors c'est même pas de la poudre génériquée, c'est de la poudre qu'on achète chez des fabricants de produits chimiques et qui ne coûte rien. C'est ce qu'on fait à Lille parce que le Revatio est tellement cher qu'on a eu l'autorisation de pouvoir utiliser cette poudre qui est fournie par un fabricant de produits chimiques, donc c'est même pas des pharmaciens. Le quoi? Non, c'est Pfizer, vous allez le payer cher. Mais il y a une autre... vous l'avez pas cher? Ah oui, d'accord, bon alors ça va. Et cette poudre, vous pouvez en faire un sirop utilisable dans l'hypertension pulmonaire. Le problème, c'est que ça se donne per os. Le problème, c'est que c'est un traitement systémique qui peut donner une hypotension. Si on l'utilise, c'est à la dose de 2 mg par kilo et par prise, 4 fois par jour, per os. Voilà ce que je voulais vous dire.
Ce n'est pas forcément les moyens les plus lourds qui sont les plus efficaces pour prendre en charge les bébés avec une détresse respiratoire. C'est la prévention et l'utilisation précoce de moyens simples. Voilà le message que je voulais passer. J'espère vous avoir convaincu sur ce sujet, parce que je me rends compte qu'en France, on a accès à tous les moyens les plus lourds. On peut utiliser l'ECMO, par exemple, le poumon artificiel véno-artériel, et que on revient aux sources, et qu'actuellement, même dans les inhalations méconiales les plus graves, ou les infections méthanol les plus graves, on essaye d'utiliser les stratégies les moins lourdes, et ça marche. Voilà. Et à mon avis, dans 10 ans, on n'utilisera plus ces techniques d'ECMO ou ces moyens lourds en utilisant précocement des moyens simples. Donc à mon avis, il ne faut pas forcément que vous passiez par l'utilisation de ces moyens lourds. En utilisant efficacement, précocement des moyens simples, vous serez au top de ce qu'on peut faire et des moyens les plus efficaces. Merci Laurent pour cet exposé qui est clair, hein, en fait, qui nous permet un peu d'avoir des choses plus précises et qui nous permet de comprendre comment utiliser en fait les moyens dont on dispose, hein, les moyens qui sont assez quand même maigres, il faut le dire, hein, et je pense qu'il faut savoir s'adapter. Je voulais revenir sur la CPAP. J'avais vu un dispositif. En réalité, on utilise beaucoup les lunettes, hein, parce qu'on n'avait pas d'infant flow. Il y a quelques années, j'avais fait une commande de ça, mais je pense que l'administration n'a pas compris l'intérêt d'avoir les infant flow. Et j'ai revenu tout juste de Lyon, où on utilisait beaucoup l'infant flow. Quelques années avant, j'avais vu également en Colombie utiliser, en fait, fabriquer une espèce de CPAP à partir des lunettes. Le dispositif était le suivant, c'est toujours les lunettes, mais avec les lunettes, parce que vous avez ça et vous avez ça. Il y a une branche qui va directement au débitmètre, l'autre branche est branchée à une tubulure qu'on va plonger dans un bocal avec de l'eau. Bon, avec une prise d'air. Et le niveau de plongée correspondait à la pipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et j'avais l'impression que quand on l'utilise chez un nourrisson, ça marchait bien. Et quelques années après, en fait, mon retour de Colombie, nous avons essayé un peu à l'Odontec. C'est vrai que nous n'avons pas vraiment une disponibilité de grande quantité de lunettes, parce que quand on utilise les lunettes, il faut les détruire, hein. Il faut les utiliser, enfin, il faut gâter pas mal alors que nous n'avons pas les possibilités toujours de renouveler notre stock. Donc, apparemment, quand on l'utilise, ça marchait bien quand même sur l'état respiratoire du nourrisson. Et ça, je l'ai expérimenté également récemment au Rwanda. En fait, le Rwanda, ils sont dans la dynamique de commander des CPAP pour tout le pays, des CPAP industriels. Donc, la commande est lancée et tout. Mais quand je suis arrivé pour les formations, je parlais de cette expérience. Ils m'ont demandé de leur montrer comment ça se faisait. Donc, on est tombé sur un tout petit bébé qui avait certainement une membrane hyaline parce qu'il avait une détresse, c'était un prématuré. Et nous avons mis en place ce dispositif et on l'a senti s'améliorer automatiquement. Et ça, je pense que ça peut être une bonne solution, parce que quand vous mettez, par exemple, 2 cm, ça correspond à 2 cm de pipe, quoi. 4, etc. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce dispositif. Est-ce que scientifiquement, on peut, parce que j'ai l'impression qu'on peut créer une contre-pression en plongeant une branche dans un... Voilà. Je pense que si on peut faire ça, donc ça c'est ce qu'on appelle la bubble CPAP, Ouais. mais à ce moment-là, à mon sens, il faut utiliser d'autres dispositifs pour que ça soit encore plus efficace. Plus efficace. Et j'ai vu la description dans le UO. Vous prenez le UO, la pédiatrie d'urgence. Donc derrière, dans les annexes, il y a une description de ce dispositif. J'étais un peu... En fait, le problème, c'est que les lunettes, ça dépend du type de lunettes que vous avez. Si vous avez des lunettes à très large diamètre, oui, ça peut marcher, et ça s'appelle la bubble CPAP. Okay. Donc là, effectivement, on a le bénéfice de quelque chose qui est non invasif, d'une pression qui est contrôlée, donc il n'y a pas de risque d'accident. Et à chaque fois qu'il y a une bulle qui s'échappe, ça entraîne une oscillation autour de la pression de CPAP.
Et ça qui permet d'optimiser l'efficacité de la CPAP. Le problème, c'est que, je ne sais pas quel type de lunettes vous utilisez, mais si vous utilisez des lunettes à toute petite ouverture, c'est ici très résistant. Et donc, le gaz, il y a bien effectivement plus 5 cm d'eau ici, mais le gaz va avoir du mal à rejoindre les voies aériennes. Et en fait, tout dépend du type de lunettes, mais si c'est des lunettes de petit diamètre, à mon sens, il faut l'utiliser comme ça. C'est-à-dire que tout le débit, par exemple de 2 à 6 litres par minute, passe dans les narines. Et là, on a l'effet infant flow. On a donc une injection d'un gaz qui s'accélère dans ces lunettes, qui sont injectées dans les voies aériennes, et on pressurise directement les voies aériennes. Il me semble. Alors par contre, si c'est un gros calibre, là effectivement, on a l'effet bubble CPAP, mais à ce moment-là, il faut utiliser des lunettes bubble CPAP. Et vous ne pouvez pas donc réutiliser du matériel qui est normalement à usage unique, mais qu'on peut recycler. C'est pas autorisé? Non, enfin, nous, on est obligé de réutiliser. Ah oui, c'est ça. C'est ça le problème. Donc, si on le fait, on est obligé de détruire beaucoup de matériel, peut-être le désinfecter et le reprendre. C'est ça. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à la saturation préductale. Nous, on est beaucoup sur ça. Parce que les étudiants qui sont dans mon service savent que je leur dis toujours d'insister sur la saturation préductale parce que ça traduit un peu l'oxygénation au niveau des structures nobles. Et c'est important. Et c'est un moyen, à mon avis, de voir est-ce qu'il y a une HTAP ou non. Parce que si on a une pré- et une postductale, on peut avoir une idée un peu de l'existence ou non d'une HTAP. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une bonne idée. Et il faudrait aussi qu'on fasse l'effort peut-être d'avoir des saturomètres pour pouvoir quand même mieux travailler. Parce que sinon, il nous sera très difficile de prendre en charge nos nouveau-nés. Et même si on utilise par exemple dans une HTAP, c'est bien d'avoir le NO, le sildenafil, etc. Mais si on utilise le sildenafil, qui semble beaucoup plus approprié ou accessible pour nos pays, il est important d'avoir des critères d'évaluation de ce qu'on fait. Donc, il nous faut la clinique, la saturation et beaucoup d'autres éléments qui sont importants. Je pense qu'un saturomètre, ce n'est pas un luxe. Il faudrait peut-être qu'on se batte avec les administratifs pour en disposer quand même. C'était les quelques commentaires que je voulais faire. Alors, pour aller dans ton sens, Ishmael, donc effectivement, j'en ai pas trop parlé parce qu'effectivement, la prise en charge, à ce moment-là, ça s'alourdit. Mais c'est bien effectivement la saturation préductale qu'il faut mesurer, puisque dans ces situations-là, donc vous avez le cœur droit, le cœur gauche. Vous voyez que le cœur gauche, il est perfusé par les veines pulmonaires, donc reçoit du sang oxygéné. Et dans la aorte ascendante, le sang est plus oxygéné que dans la aorte descendante, qui est perfusée par le ventricule droit. Et donc dans ces situations-là, la cible de saturation qu'on essaie d'obtenir, c'est bien la saturation préductale. Si vous avez la possibilité d'avoir 2 saturations, mais là les choses se compliquent, à ce moment-là vous voyez qu'il y a une différence entre la saturation pré- et postductale qui traduit forcément le fait qu'il y ait une hypertension pulmonaire et une maladaptation à la vexurotérine. Et donc qui indique l'utilisation de Revatio. Mais quand on y réfléchit, les enfants qui ont des cardiopathies cyanogènes, ces enfants-là, ils n'étaient pas encéphalopathes. Hein, non. C'est exactement le même principe, oui. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir les exigences qu'on pensait que les enfants devaient, auxquelles les enfants devaient répondre pour aller bien. Non. S'ils circulent bien. Alors voilà, il y a cette notion de... Il ne faut pas qu'il y ait et les problèmes circulatoires sont bien plus importants que les problèmes d'oxygénation pour les séquelles cérébrales, par exemple. C'est évident. Et pour qu'il circule bien, il faut que le canal soit bien ouvert. Alors, voilà. Et donc tout le secret de cette affaire, c'est qu'il faut qu'il circule comme par les fétales et que le canal soit bien ouvert. Et donc ces enfants sont sous prostine au long cours. Ouais, alors. Là, ça devient plus lourd et puis il faut de l'écho.
par la physiopathologie, on comprend que vraiment l'utilisation de la CPAP dans nos services est incontournable. Un problème est comment arriver à mettre en place la CPAP. C'est que nous on a voulu mettre en place la CPAP à Cotonou. On a eu beaucoup de mal. Bon, finalement, on s'est découragé. Je crois que il faudrait revenir dessus, tout faire pour mettre en place cette CPAP-là. Ma question est ceci. Quels sont les effets secondaires possibles de la CPAP? Est-ce qu'il y a des contre-indications à la CPAP? Les effets secondaires essentiels, alors ça dépend du type de CPAP. La CPAP Infant Flow, le dispositif et là, vous le voyez sur cette figure, doit être bien fixé au niveau de la narine. Et donc le risque, c'est de nécrose narinaire. Donc là, il y a un risque important de lésion. Et quand on laisse très longtemps, de déformation même du visage. Avec l'habitude, on arrive à éviter ce type de problème. Un des autres inconvénients, c'est le fait de pressuriser les voies aériennes supérieures peut parfois entraîner un ballonnement abdominal. Mais ça, globalement, on arrive tout de même à bien prévenir la situation en position ventrale, qui évite de le ballonner, et même en position décubitus latéral gauche. Quand on essaie de comprendre pourquoi les bébés respirent mieux comme ça ou comme ça que sur le dos, bah c'est parce qu'en fait, ils compriment leur abdomen, ça refoule le diaphragme, et de ce fait-là, ça améliore la course diaphragmatique. Et de ce fait-là, il y a moins d'air aussi dans l'abdomen, il se ballonne moins. Donc ça, c'est le deuxième inconvénient. Ensuite, ça nécessite malgré tout beaucoup de minutie dans la gestion des voies aériennes supérieures. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'enfant soit encombré, il faut l'aspirer régulièrement, repérer cliniquement des symptômes de détresse respiratoire pour que la puéricultrice, l'infirmière, ajuste bien la CPAP, remettre la CPAP correctement et repositionne la CPAP correctement. Donc ça nécessite un œil clinique et un entraînement qui est... Mais c'est de la clinique, c'est des moyens simples. C'est de la formation de nos collègues soignantes. Alors, je pense aussi que, vous avez raison, il faut pouvoir avoir de l'air. Et il ne suffit pas de pressuriser de l'oxygène. Il faut vraiment avoir accès à de l'air. Parce que la CPAP, la plupart du temps, ça se fait avec de l'air, ça ne se fait pas avec de l'oxygène. Alors là, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible d'avoir de l'air, mais idéalement, il faut de l'air pressurisé. S'il fallait faire un choix, il vaut mieux de l'air que de l'oxygène dans un service. Toujours considérer que quand on a des moyens de ventilation, une FiO2 supérieure à 40%, avec la CPAP, on peut considérer que déjà c'est beaucoup, ou bien on peut tolérer jusqu'à 50 plus. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est marrant parce que c'est une question qu'on se pose la même question. Et la tendance actuelle, c'est d'essayer de ne plus intuber les enfants. Les enfants, d'accord. Notamment les plus gros. Alors, c'est pas vrai dans la maladie des membranes hyalines, du prématuré ou même à terme. Mais je dirais dans toutes les autres pathologies, il y a probablement un bénéfice à éviter de les intuber. Membrane hyaline, il y a sûrement un bénéfice à pas trop tarder pour mettre du surfactant si la maladie est galopante. Mais dans les autres maladies, même à 60-80%, là, juste avant d'arriver, on a eu un bébé qui a fait une infection maternelle-fétale, un bébé d'une de nos collègues directe. Donc, probablement qu'on a fait un peu différemment. On s'est dit, on ne va pas l'intuber. Et elle avait une HTAP. Alors, il a fallu la mettre sous monoxyde d'azote et CPAP. Et il a fallu la mettre sous Révatio. Mais on ne l'a pas intubée. Elle était sous 100% d'oxygène. Et c'était une infection maternelle-fétale. Et je pense que si on l'avait intubée, on prenait le risque que ça part en vrille et de devoir la brancher sous ECMO. Donc, si on intube encore les hyaline, c'est pour mettre le surfactant. C'est pour mettre le surfactant. Donc c'est éventuellement quelques heures. Oui, c'est plutôt comme ça qu'on l'utilise. Effectivement,
Mais c'est vrai que là, on continue d'utiliser rapidement l'intubation pour pouvoir administrer du surfactant. Juste, oui, je peux juste poser ma deuxième question. C'est par rapport à l'hypertension artérielle pulmonaire, dans les cas où les situations les plus fréquentes où on ne peut pas faire de l'échographie. On considère toujours que c'est la différentielle peut-être de plus de 10 points de la pré et post pour décider peut-être de mettre la thérapeutique. Oui, c'est 10 points, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est toujours un faisceau d'arguments. Hein. Ici, charge intrapulmonaire, c'est des prémas qui font une membrane hyaline, qui ont une détresse peu sévère, qui sont stables, et il n'y a pas de différence de gradient pré- et post-ductal. C'est un faisceau, c'est toujours un faisceau d'arguments. Ici, c'est plutôt un contexte de rupture prématurée des membranes. Ceux-là, alors là, ils sont très haut risque de maladaptation de la extra-utérine. C'est des enfants qui sont plutôt proches du terme, 36, 30, 34, 35 semaines. Bon, éventuellement porteurs d'une infection materno-fétale ou d'une inhalation méconiale. Ceux-là, ils sont souvent pas bien et ils sont très instables. La saturation fluctue. La fluctuation de la saturation, ça a la même valeur que le gradient pré-post-ductal de saturation. Donc c'est l'ensemble qui fait dire que oui, c'est plutôt cet aspect-là. Et à ce moment-là, dans ce contexte-là, être très attentif au confort du bébé, si possible, éviter de les intuber. Ceux-là, si on les intube, ils s'aggravent. Bon, parfois, on est amené à les intuber, mais à ce moment-là, ça devient excessivement compliqué. Donc, tout faire pour ne pas devoir les intuber, et éventuellement, précocement, NO ou Révatio. Révatio ou sildenafil. Ok, merci beaucoup. Le temps file. Vraiment une dernière question. Merci pour la parole. En fait, je voulais poser une question par rapport aux positions de ces bébés. Donc, d'après ce que j'ai compris, la position ventrale est la meilleure. Alors que nous, pour surveiller le bébé, donc on est plus à l'aise si on met le bébé en position dorsale. Ça nous permet de surveiller la fréquence respiratoire, le balancement thoraco-abdominal. S'il faut mettre le stéto, on le met sans pour autant bouger le bébé. Alors que si c'est à la position ventrale, on n'a pas de scope pour surveiller. Donc je ne sais pas si la position dorsale, la position ventrale, latéraux, décubitus latéral gauche. Je suis d'accord. Hein. Il faut absolument un scope si on doit mettre le bébé sur la position ventrale. Merci. Pour répondre à cette question-là, la position latérale gauche la permet de surveiller le bébé. On le voit respirer, on le voit s'il tire. Et vous voyez que c'est un peu intermédiaire. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous, en position ventrale, on surveille moins bien le bébé. Et sans scope, effectivement, ça peut être compliqué. Néanmoins, avoir en tête que dans les situations les plus graves, d'un bébé qui a par exemple une inhalation méconiale ou une infection qui va vraiment pas bien, on n'a rien d'autre à pouvoir proposer. Pensez à la position ventrale qui peut faire gagner encore quelques points, sachant que de toute façon, après, on n'a rien à proposer. Donc voilà, c'est la façon dont on peut répondre à cette question-là. Le compromis, c'est la position latérale gauche. Le bébé s'améliore, on peut encore le surveiller. Si vraiment on est coincé parce que le bébé est tellement mal qu'il a besoin de la position ventrale, là on n'a pas d'autre solution, on le fait. Merci. Je voudrais ajouter à cette réponse-là que si la position ventrale améliore la saturation de l'enfant, il vaut mieux l'adapter. Il est difficile pour nous d'avoir des scopes pour tous les enfants dans nos services, mais si on fait l'effort d'avoir des oxymètres de pouls pour mesurer la saturation, ça permettra de donner en même temps la saturation, le rythme cardiaque et respiratoire, puisque c'est couplé. Et je pense que vraiment, ça nous rendra beaucoup de services dans nos différentes unités. Le temps file. Vraiment, je voudrais... Juste peut-être sur ce sujet-là. C'est pas simple ces positions-là. Et je me rends compte que j'aurais peut-être dû plus insister là-dessus parce que l'impact est aussi important que la CPAP. Et vous voyez en fait toute la stratégie d'installation.
Ici, il a un petit, une compresse entre les jambes. Il y a dans son dos quelque chose qui le maintient, qui évite qu'il bascule en arrière. Il est dans l'axe, mais un peu en flexion. Surtout ses genoux sont en flexion parce que l'efficacité de cette méthode, c'est qu'on comprime un peu l'abdomen qui permet de refouler le diaphragme. Et il est dans un cocon qui lui permet d'avoir un contact partout dans le dos, sur la tête. Vous voyez, il a un bonnet devant et sur les pieds. Ses pieds sont pas libres, en fait, il pose sur un... Et tout ça, dans l'efficacité de la position, il y a sûrement l'effet de la compression de l'abdomen. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'on améliore son confort, on réduit son stress en le mettant dans un environnement qui est quand même très proche de l'environnement intra-utérin. Et donc l'effet meilleur confort, moins de stress, impacte aussi sur la façon de respirer. Et tout ça a nécessité beaucoup de réflexion et de travail en équipe. On a mis 1 an pour mettre ça en place avec toute l'équipe. Il a fallu former, faire de multiples réunions et on a dû mettre même des stratégies de surveillance et d'évaluation de la position et de faire des audits internes pour s'assurer que ça soit bien adapté. Position ventrale, c'est encore plus compliqué. Il faut que l'enfant soit mis sur un petit boudin. On ne le voit pas là en dessous, mais j'aurais dû prendre des photos pour expliquer. Vous voyez le cocon dans lequel le bébé est emballé. Vous voyez que dans son dos, il y a une couverture qui le couvre un peu pour toujours le contenir. Et vous avez tous remarqué qu'en position dorsale, le bébé a tendance à s'agiter, il n'est pas confortable. Et il suffit souvent juste de le regrouper en mettant une main sur la tête, en pliant les bras sur le thorax et en ramenant les cuisses sur le bassin pour l'apaiser et améliorer son état respiratoire. Donc c'est un peu cette stratégie-là qu'il y a derrière. C'est pas que la position, c'est aussi le regroupement, le cocooning et l'effet sur le stress et le confort qui améliore la façon de respirer. Okay. Merci beaucoup. Vraiment, je pense que j'ai appris beaucoup de choses ce matin par rapport à cette physiopathologie qui révolutionne vraiment nos pratiques vis-à-vis des détresses respiratoires. Je crois que nous devons maîtriser cette physiopathologie et surtout l'enseigner à tous les médecins qui viennent, et même à nos sages-femmes puéricultrices qui sont en néonatologie. Ça leur permettra de comprendre pourquoi il faut utiliser moins d'oxygène à ces enfants, éviter le stress et progresser vers l'utilisation d'une CPAP nasale. Merci. Nous allons passer au deuxième chapitre, la prise en charge du pneumothorax chez le nouveau-né. C'est ça.